Créer de l'emploi pour les jeunes est l'une des priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Office national de l'emploi, l'organe technique du gouvernement, créé par la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et régi par décret présidentiel numéro 081/2002 du 3 juillet 2002 s'attelle à cette tâche. 18 ans après sa création, l'Office national de l'emploi fait son chemin. Madame le directeur général, Dr Angélique Kikoudi Iliane, retrace son parcours. 18 ans, ça ne se raconte pas en 5 minutes. C'est une longue histoire. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Office national de l'emploi a été créé par décret présidentiel le 3 juillet 2002. C'est ce que nous avons posté pour dire que nous avions totalisé 18 ans de vie. Il y avait une vie d'abord sur le plan international, parce que l'Office national de l'emploi n'est pas isolé, il fait partie d'un réseau de services publics de l'emploi qui sont installés dans le monde entier, dans les pays du monde entier, qui ont signé la convention qu'on appelle la convention 88 de l'Organisation internationale du travail, qui a été déclarée en 1948 déjà. Et notre pays l'avait ratifié en juin 1967, où il est dit exactement ceci, que chaque pays qui ratifie ou qui signe cette convention doit créer chez lui un service public de l'emploi qui s'occupe de ceux qui n'ont pas d'emploi, dans le sens de faire l'intermédiation, le courtage entre les demandeurs, les chômeurs, les demandeurs d'emploi et les entreprises qui peuvent les employer, qui peuvent les utiliser. Mais cela c'est moyennant des offres que les entreprises déposent au niveau du gouvernement. Donc l'office ou tout service apparenté à l'office ne crée aucun emploi. Il ne fait que l'intermédiation. Il fait le courtage, il fait le rapprochement entre les entreprises d'un côté et les demandeurs d'emploi de l'autre. C'est un service hautement social, parce que le gouvernement qui a ratifié cette convention et qui a créé au sein du gouvernement ce service public de l'emploi a voulu s'occuper des plus vulnérables. Il n'y a pas un plus vulnérable que quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus. À l'époque, quand la convention est créée en 1848, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez la guerre de 40-45. L'emploi était devenu une question de vie ou de mort. Vous aviez l'emploi, vous pouviez vivre. Vous n'aviez pas l'emploi, vous mourriez de faim. Aujourd'hui, peut-être que quand nous parlons d'emploi, nous avons tendance à un peu minimiser. Mais je pense que les derniers événements nous ont mis un peu en face de cette situation de précarité dans laquelle vivent les gens qui n'ont pas d'emploi. Donc, déjà, le peuple congolais doit retenir qu'il a un instrument entre ses mains pour poser ces problèmes sociaux qui concernent l'emploi. Mais non seulement ça, le service public de l'emploi que nous sommes, l'Office national de l'emploi, l'ONEM, a eu à s'étendre sur tout le territoire, parce qu'au début, quand l'Office a été créé, il était cantonné à une commune de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui où nous parlons, il est étendu dans 22 provinces des 26 que compte notre pays. Donc c'est déjà une avancée. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, on peut avoir des renseignements sur toutes les provinces où est installé l'Office national de l'emploi. Il y avait peut-être 3 ou 4 employés, une dizaine au début. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600. Et je dois vous dire que ce n'est même pas suffisant encore, parce que dans le plan triennal que nous avions soumis au gouvernement, qui s'arrêtait d'ailleurs en 2015, on devait être 1500 employés pour servir 80 millions.
Or, le ratio dans les pays qui sont comme nous, le ratio c'est un conseiller emploi pour 1000 personnes. Notre consoeur Pôle emploi qui est à Paris, en France, compte plus d'un millier de conseillers emploi pour servir sa population. Mais pourquoi nous sommes si peu nombreux? C'est que les ressources n'ont pas suivi. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour soutenir notre mission, celui de servir les plus démunis que sont les demandeurs d'emploi, celui de promouvoir l'emploi. Nous devrions être en train de promouvoir les métiers qui peuvent procurer à la population soit une voie vers le salariat, soit une voie vers l'entrepreneuriat. La ratification de la Convention va ensemble avec la loi qu'on appelle Code du travail. Et le Code du travail en 1967, le Code du travail de notre pays, ne prévoyait pas que le gouvernement devait créer un service public de l'emploi nommé Office. Il fallait lui trouver un nom. Il y avait un petit service qui fonctionnait au sein du ministère du Travail qui s'appelait Service national de l'emploi, SNEM. Mais c'était un petit service, un petit bureau avec 2-3 fonctionnaires qui ne remplissaient que partiellement les missions qui ont été dévolues plus tard à l'Office national de l'emploi. En 2002, il y a eu révision du Code du travail, de la loi 015, je crois, /2002, portant Code du travail. Et c'est dans cette loi, dans ce code, qu'on a prévu la création de l'Office national de l'emploi. Et c'est ainsi qu'après la loi, l'Office national de l'emploi a pu être installé. Vous savez, l'administration ou les naissances dans les structures dans l'administration prennent beaucoup de temps. C'est des longs temps de gestation avec des pourparlers. Et en plus, en ce qui concerne le travail, il y a une donne qui est compliquée. La donne, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a une décision à prendre dans le domaine de l'emploi, il faut ce qu'on appelle la tripartite. La tripartite est consacrée chez nous par ce qu'on appelle le Conseil national du travail, qui se tient une fois l'an. Mais pour qu'il se tienne et qu'un problème soit porté à l'ordre du jour, il faut vraiment que quelqu'un soit conscient de ça et qu'il puisse poser le problème. Et en plus, pour créer une structure comme ça supplémentaire, il a fallu qu'on voit d'abord de quels moyens l'État disposait pour pouvoir supporter cette structure. C'est ça qui a pris, à mon avis, qui a pris tout ce temps. Et ce n'est pas fini parce que les réformes qui suivent qui ont été créées sur le plan du ministère, du gouvernement d'abord et sur le plan du ministère, doivent suivre. Et ça va plus lentement encore, mais ça finira exactement à être appliqué. Vraisemblablement, je n'ai pas été la première et je suis là sur un mandat qui a été assez long, si bien qu'il y a une empreinte, on peut tout dire, il y a une empreinte qui reste sur un si long mandat. Ceux qui m'ont précédé, ce n'est pas qu'ils sont restés sans rien faire. Moi, je respecte toujours ceux qui les pionniers. Les pionniers ont beaucoup de travail, ils font beaucoup de travail, mais souvent on les oublie. Mais moi, j'ai toujours, à chaque fois que l'occasion m'a été donnée, je rends hommage aux 2 directeurs généraux qui m'ont précédé. Je suis en fait le 3e. Ils ont abattu un travail parce que créer une structure, c'est vraiment comme construire une maison. Il faut mettre les fondations, il faut mettre les briques, tout ce qu'il faut pour monter la maison. Si quelqu'un vient terminer la toiture, il ne peut pas se prévaloir d'avoir construit la maison. La maison a été construite depuis la fondation et mes prédécesseurs ont fait cela. Dans des conditions très très difficiles que j'ai trouvées moi-même. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est devenu facile, mais la torche, la flamme pour parcourir ce long chemin qui reste, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont beaucoup fait, ils ont assis la structure sur le plan légal, sur le plan même structurel. Ils ont mis en place
On a hérité de quelques patrimoines, même si c'est très peu, ils ont tenu à ça. Il y a un personnel que j'ai trouvé qui a servi, qui continue à servir, et d'autres nous ont rejoints. Ce sont des vaillants guerriers, ils ont travaillé. Et alors, quand je suis arrivé, effectivement, si aujourd'hui on peut dire qu'on connaît l'ONEM, c'est parce que j'ai voulu prendre le flambeau et continuer un peu dans la tracée qu'ils avaient laissée. Qu'est-ce à dire? Ils avaient laissé l'ONEM seulement sur, je crois, 5 provinces. Mais nous sommes arrivés à étendre l'ONEM sur 22 provinces. Ça a été très dur, mais ça aurait été aberrant qu'avec les moyens, si minimes soient-ils, que l'État nous avait finalement accordés, qu'on ne puisse rien faire, même s'il reste à faire. Mais sinon, d'autres vont continuer. C'est un travail ardu. Et même là où nous nous sommes implantés, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a implanter une structure, ce n'est pas une mince affaire. Il faut asseoir le personnel, il faut asseoir les infrastructures et continuer la relation entre la direction générale, disons le cœur de l'entreprise, et la périphérie. La chose peut-être la plus visible, c'est que nous avons pu acquérir quelques infrastructures dans quelques provinces. Et nous allons encore continuer. Et Kinshasa étant le miroir des institutions, nous avons réussi par un financement international. Ceux qui ont connu cet endroit ont vu, nous sommes sur l'avenue des Forces armées au numéro 6A, qui était anciennement la direction provinciale de Kinshasa. À l'époque, c'était un petit bâtiment défraîchi, vétuste et tout, mais nous avons réussi à faire réhabiliter ça par des fonds complémentaires que le gouvernement nous avait alloués par le biais de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, c'est un bâtiment joli que nous admirons, pour lequel nous sommes fiers et contents, même le ministère. Mais c'est grâce à tout ça, et ce n'est pas le seul. Nous avons pu aussi construire à quelques lieux et nous continuons toujours à construire, à acquérir des terrains, parce que nous sommes convaincus que même les Belges, quand ils ont construit leurs bureaux, c'était comme ça, ils acquéraient des terrains et puis ils construisaient comme nous faisons pour nous-mêmes nos maisons, nos petits bâtiments. Oui, nous sommes tenus à entretenir de bonnes relations, parce que le patronat, ce sont les investisseurs, c'est eux qui créent maintenant le travail, l'entreprise dans lequel nous allons placer ceux qui nous demandent l'emploi. Nous sommes tenus à garder des bonnes relations, mais le problème du patronat n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Le patronat, c'est des privés. Et le privé a toujours été un peu méfiant de ce qui est gouvernemental, surtout en Afrique. Et c'est dommage parce que tout ça, c'est au détriment des chômeurs, des demandeurs d'emploi. On devrait avoir des relations plutôt fluides et ne pas se regarder en chien de faïence, parce que pour le patronat, le gouvernement, c'est le côté du diable. Et pour le gouvernement, le patronat, c'est le côté de ceux qui spolient l'État. Je ne m'aligne pas sur cette vision des choses. Pour moi, nous devrions avoir de très bonnes relations. Et c'est ce que nous demandons tout le temps, que le patronat nous fasse confiance quand nous lui donnons. Et quand les gens investissent, les investisseurs, ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin de connaître les textes légaux qui nous régissent, de peur de tomber dans les travers qu'ils doivent payer des amendes, des pénalités, des choses comme ça. Et nous sommes là, nous sommes le service du ministère de l'Emploi qui est vraiment en contact avec les employeurs, le patronat. Et nous devrions de ce fait travailler main dans la main. Je ne connais pas bien la législation sur ce point-là, mais je serais tenté de dire que
on a raison et tort. Raison dans ce sens qu'on devrait donner à tout le monde la capacité de pouvoir travailler quand il y a une nouvelle entreprise qui naît. Mais les entreprises qui naissent, ces gens-là veulent, faire des bénéfices, et puis s'assurer que la personne qu'ils emploient a les compétences qui sont exigées pour le travail. Nous avons tendance à fermer l'œil en disant, bon, on ne regarde pas cela, ils vont prendre ceux que nous leur offrons qui ont les compétences, mais il y a un problème de confiance aussi, et qui a plus confiance à quelqu'un d'autre qu'à son frère, surtout les étrangers qui arrivent chez nous. Ils ne nous connaissent pas, on peut être bardé de tous les diplômes, mais si on n'a pas passé le test de la fiabilité, il se pose un problème. Mais néanmoins, ça ne nous décourage pas. Nous leur offrons le personnel dont ils ont besoin, mais le gouvernement aussi a pris des garde-fous par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle les emplois réservés. Il y a des emplois qui sont exclusivement réservés aux nationaux. Je ne vais pas vous le citer. Par exemple, je donne comme ça en l'air un exemple. Vous faites votre entreprise et ça doit faire l'ajustage. Eh bien, le métier d'ajusteur est réservé aux Congolais. Le métier de mécanicien est réservé aux Congolais. Donc, si vous avez une entreprise où il y a un garage ou bien vous gérez un charroi, le métier de mécanicien dans votre entreprise est exclusivement réservé aux Congolais. Vous ne pouvez pas venir avec votre contrat à l'ONEM pour le faire viser sur le nom d'un étranger. L'ONEM ne va pas viser ce contrat, il va vous le renvoyer en disant trouvez-nous un Congolais qui puisse remplir la tâche. Et c'est là que l'ONEM joue. Comme vous aviez pris votre frère qui n'est pas congolais, l'ONEM va placer un Congolais qui a les compétences. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ils arrivent, ils ont déjà trouvé du travail ailleurs parce que ces investisseurs sont des étrangers. Alors, les investisseurs nous disent, voilà, moi j'ai trouvé mon homme, il est comme ça. Mais avant de faire ça, il a averti l'ONEM. Il a dit, voilà, moi j'ai besoin de tel poste. Tel poste, trouvez-moi quelqu'un. Et disons, l'annonce a une validité de 30 jours. Mais qu'est-ce qui arrive avec la lourdeur administrative? Souvent, nous avons l'offre à 5 jours de la fin du délai. C'est tout un problème. Nous ne sommes pas informatisés encore, ou pas complètement. Trouver ce chômeur qui traîne, qui a les compétences là, ça devient difficile. Et puis parfois, ils ne nous envoient même pas l'offre. Nous voyons seulement qu'ils ont déjà engagé quelqu'un. Mais les sanctions ne sont pas de notre ressort. Nous reportons ce cas à l'inspection du travail qui, lui, va faire l'inspection sur place et demander mais où est l'offre que vous aviez envoyée à l'ONEM. Mais tout étranger ou Congolais qui signe un contrat avec une entreprise, ce contrat doit passer à l'ONEM pour validation. Donc l'ONEM juge de la conformité du contrat par rapport à la loi du travail, au code du travail, et vise le contrat pour dire c'est OK. C'est le troisième témoin qui est le témoin gouvernemental. Nous avons les moyens de contrôler, mais nous n'avons pas la mission de contrôler. La mission revient à l'inspection du travail. Nous rapportons le cas à l'inspection du travail, qui est la police du ministère et qui peut faire les investigations sur place. Quand vous allez dans d'autres pays, vous prenez des pays comme la France, vous prenez des pays comme l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, le service qui s'occupe de l'emploi, c'est un grand service. Il est même rattaché, peut-être il est sous contrôle du ministère du Travail, mais ses appréciations vont à la présidence de la République. Tous les jours, il y a un relais continu entre ce service public et la présidente de la République, parce que les données qui sortent du service public de l'emploi sont des données très importantes et ça doit être reporté sur un plan quotidien ou hebdomadaire ou même mensuel.
C'est cela notre rêve pour l'ONEM ici. Mais pour ça, il faut que l'ancrage de l'ONEM, ça veut dire les fondations, il faut que l'ONEM soit bien visible et bien implanté partout, dans toutes les provinces et même dans les districts. Parce que c'est ça qu'il faut dans les territoires. C'est ça la vision même de l'Organisation internationale du travail. Et c'est ça la vision à laquelle nous adhérons. Il faudrait que dans le village, il y ait un comité qui se réunissent ou qui gèrent l'emploi. Un investisseur vient pour créer une entreprise, il faut que le chef du village sache qu'il y a telle entreprise qui est là et nous pouvons offrir nos jeunes qui sont là-bas à l'entreprise. C'est peut-être difficile à expliquer, mais je vous donne un exemple que vous allez comprendre. Il y a des entreprises qui se sont implantées au Bandundu pour faire l'agriculture. Je parle de Bukangalonzo. Il y a les mines au Katanga. Il y a des carrières dans certains villages de la République. C'est l'ONEM évidemment qui chapeauterait cela, mais ça devrait venir du village même, du chef du village qui donne à l'entreprise des personnes qu'il connaît compétents, évidemment sous le contrôle de l'ONEM, parce que c'est l'ONEM par le ministère du Travail qui détermine les critères de compétence. Ça devrait aller à ce niveau-là. Je prends l'exemple d'un pays proche de nous, la Tunisie. La Tunisie a un conseil d'administration composé de 16 membres. Et parmi ces membres, il y a même on l'appelle le Wali, l'administrateur du territoire. Donc, il gère l'emploi chacun dans son entité, mais avec reportage obligatoire à l'ONEM qui reporte maintenant toutes ces statistiques au niveau du gouvernement. Parce qu'à ce niveau-ci, si vous demandez les statistiques de l'emploi à l'ONEM, il va vous donner les statistiques qui sont recueillis dans la ville de Kinshasa, peut-être dans les grandes villes du pays, Lubumbashi, Kisangani, peut-être Kolwezi, mais ça ne reflète pas ce grand pays. Notre rôle n'est pas de diffuser à la portée du public nos statistiques. Nos statistiques, c'est la loi du pays, sont reportées à l'Institut national de statistique qui est au ministère du Plan, et c'est ce ministère qui publie les statistiques du pays. Parce que vous savez que les statistiques, ça peut agir pour ou contre. C'est un couteau à double tranchant. Quand les gens viennent créer des emplois, ils signent un contrat social au ministère du Plan. Il y a l'Agence nationale de la promotion des investissements. Ils signent le contrat là-bas. Ils vont aussi au guichet unique de la création d'emplois, Bouchi CE. Ils signent pour avoir leur identification et tout. Alors là où ils vont s'implanter, ils doivent pouvoir créer des emplois. Si moi je vais créer ma petite boutique dans mon village qui est à, je ne sais pas, à 1000 km de Kinshasa, ce ne serait pas normal que Kinshasa m'envoie des candidats. Le chef du village devrait être capable de dire, voilà, moi j'ai autant de personnes que je peux mettre en emploi. Nous allons ainsi, je crois, diminuer l'exode rural et nous allons créer des environnements viables pour nos jeunes dans l'arrière-pays. Il se pose un problème de compétences, souvent aussi parce qu'on ne cherche pas, mais si on cherche, et puis souvent c'est parce que la compétence qui était là-bas s'est exfiltrée en ville. Mais s'il sait que chez lui il peut trouver quelque chose, il va rentrer. Donc, comme vous venez de le dire, l'ONEM a totalisé 18 ans ce 3 juillet 2020, 18 ans d'existence qui est l'âge de la maturité. Les premiers 18 ans même d'un enfant, c'est vraiment des petits pas de tortue, mais aujourd'hui avec la maturité que nous avons pu acquérir, nous sommes convaincus que désormais aujourd'hui l'ONEM doit et peut répondre à ses missions, remplir pleinement ses missions en tant qu'organe technique du gouvernement.
tant au niveau national qu'international. Alors, l'ONEM s'inscrit sous la vision du chef de l'État, en ce que l'emploi est l'une des priorités pour le développement de ce pays. Donc il est important et capital aujourd'hui que l'ONEM puisse jouer pleinement son rôle en tant qu'organe technique du gouvernement en matière d'emploi, en remplissant pleinement nos missions, les attentes des demandeurs d'emploi, les attentes des entreprises et ce qui est très important aujourd'hui, en matière de statistiques et de chiffres.